Ce qui est bien avec le confinement, c'est qu'on protège les gens. On protège les gens de contracter le virus, de parfois être malade très longtemps, mais aussi de mourir, évidemment. Le souci du confinement, c'est que du coup, les gens, dont moi aussi, hein, on n'est pas confronté au monde qui nous entoure. On est aveuglé, on ne sait pas. On regarde la télé, mais la télé nous présente une réalité qui nous paraît toujours finalement lointaine, qui nous est jamais proche. Et pourtant, parfois la réalité est plus dure que ce qu'on a envie de voir. Et aujourd'hui, en Belgique, c'est quand même la méga merde. Alors comme d'habitude, le but de cette vidéo n'est pas du tout de faire paniquer. Le but de cette vidéo n'est pas du tout, si vous êtes angoissé avec le Covid, j'ai envie de dire, quittez-la, ça sert à rien. Mais c'est vrai que il faut toujours garder une certaine, pour garder un certain esprit critique finalement, il faut toujours voir aussi les chiffres droit dans les yeux et savoir les interpréter. Bon, moi je suis pas très fort pour les interpréter, mais il faut savoir surtout les regarder, les analyser et les accepter pour pouvoir ensuite agir de la meilleure des manières possibles. Donc on va lire cet article qui résume la situation en Belgique, parce que alors qu'on parle de déconfinement, alors qu'on se dit que les vaccins améliorent la situation, que le monde se porte mieux, la réalité n'est pas si simple que ça. Coronavirus, nous ne sommes pas si loin d'un scénario à l'italienne dans nos hôpitaux, selon le centre de crise. La pression sur les soins intensifs est devenue particulièrement préoccupante, que l'on prenne compte du nombre de lits occupés, de la durée du pic d'occupation particulièrement longue ou de l'état d'épuisement des infirmières et infirmiers dédiés aux unités de soins intensifs. Selon le chef de service aide urgente au SPF Santé publique, Marcel van der Ouwera, qui s'est exprimé l'air grave lors de la conférence de presse du Centre interfédéral de crise, les situations en soins intensifs est devenue un casse-tête. La combinaison entre la hausse des patients Covid et le manque de personnel qualifié pour gérer ces lits est devenue problématique. Pour vous expliquer pourquoi aujourd'hui, d'ailleurs, parce que je le dis dans la vidéo précédente, mais je n'ai pas précisé, on parle beaucoup du Covid aujourd'hui parce qu'en Belgique, à peu près toutes les 2 semaines, il y a un rassemblement entre politiques, experts, etc., qui s'appelle le Codeco, pour discuter des mesures et des éventuels assouplissements ou au contraire restrictions. Nous ne sommes pas si loin de la situation qu'a connue l'Italie dans nos hôpitaux. Et du coup, c'est aujourd'hui évidemment ce rassemblement, c'est toutes les 2 semaines le vendredi. À quelques heures d'un comité de concertation attendu, le point presse était exclusivement consacré à la situation dans les hôpitaux. Les hospitalisations de patients atteints de coronavirus sont repassées sous la barre des 3000, selon les dernières données mises à jour ce vendredi matin par l'Institut de santé publique Sciences Anno. Les hôpitaux comptent désormais 2989 malades atteints du Covid-19, moins 1%. Mais avec 910 patients Covid-19 en soins intensifs, la pression reste trop forte sur ces unités de soins. Il s'agit de données consolidées portant sur la période comprise entre le 16 et le 22 avril. Le casse-tête des soins intensifs. La fragilité des soins intensifs a été ressentie de plein fouet dans la nuit de dimanche à lundi, lors de l'incendie survenu dans un bâtiment de 4 étages situé rue Eyvaert à Anderlecht. Des places ont dû être trouvées pour les victimes, mais selon Marcel van der Ouwera, il ne restait qu'une seule place en unité de soins intensifs en région bruxelloise. C'est ce genre de situation qui est redouté alors que le nombre de lits disponibles s'est réduit à peau de chagrin. Alors pour ceux qui ne sont pas belges, pour vous français, pour personnes qui ne sont pas bruxelloises, il y a eu un très gros incendie à Anderlecht. Non, attendez, j'ai dit à Anderlecht. Oui, c'est ça, Anderlecht. Qui a fait quand même 30 blessés, un truc comme ça. Et donc parmi les 30 blessés, il y en avait 4 graves. Et ces 4 blessés graves, il y en a un qui serait mort dû à un manque de place aux soins intensifs. Donc en fait, ils sont arrivés dans les soins intensifs qui étaient blindés de patients Covid et le temps de trouver un autre hôpital pour ce patient, il serait mort. Alors, visiblement, parce que j'en ai parlé avec notamment mon frère qui m'a dit que c'était pas si clair, donc je garde une certaine réserve. Mais même si ce n'est pas clair, évidemment, ce qui est redouté, c'est que vous savez que par exemple, le monde est pas toujours cool. Et du coup, il se passe parfois des choses un peu graves.
Et imaginons que, voilà, il y ait la pire chose qui puisse arriver, c'est pour ça que je prends cet exemple, mais un attentat. Imaginez ça, imaginez l'enfer. On n'a plus de place. On n'a plus de place, quoi. Et c'est pas comme si tout à coup, bon, bah je sais pas, on pouvait improviser, tout à coup on engage 5000 infirmiers et puis YOLO, quoi. C'est du personnel qui est qualifié, comme on va le voir, et c'est très très compliqué. C'est une situation extrêmement compliquée. Là, je vous jure, s'il se passe rien, on a de la chance, en fait. Ou alors, s'il se passe quelque chose, on n'a pas de chance. Mais d'une manière ou d'une autre, on a intérêt à ce que ça n'arrive pas, quoi. Et c'est là aussi où les experts sont si prudents. Et pourquoi ils veulent que ça baisse. Parce qu'imaginez même un truc plus bête, mais un carambolage sur l'autoroute, dû au brouillard ou un truc du style. Des bêtes trucs, hein, des trucs qui arrivent, mais vous savez, on le voit passer. Hein, je sais pas, moi, en France, des inondations, en Belgique, une tempête qui fait quelques blessés. Enfin, c'est des trucs qui vont être vraiment problématiques dans les mois à venir si la situation reste telle qu'elle est maintenant. La situation des soins intensifs est devenue un casse-tête, selon Marcel van der Ouwera, non seulement en raison des équipements spécifiques à ces unités, mais surtout du personnel soignant spécialisé. En effet, pour garantir les soins pour un lit en soins intensifs, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 3 infirmiers ou infirmières spécialisés sont nécessaires. Donc pour un lit, hein. Un seul. Un mois et bientôt plus, à 130% en soins intensifs du jamais vu. À l'automne dernier, au début de la deuxième vague, la règle étant qu'au-delà de 300 patients Covid-19 en soins intensifs, les autres soins non Covid-19 étaient réduits ou reportés. Depuis lors, des soins sont toujours reportés parce que le niveau normal d'occupation n'a plus jamais été atteint. Selon Marcel van der Ouwera, les unités de soins intensifs ont dû travailler à 110% de leur capacité depuis octobre 2020, voire à 130% à 3 reprises lors des pics d'hospitalisation. Au moment de ces pics, le personnel des soins intensifs a été soumis à un stress important. Ces périodes de stress intense se situent en avril 2020, 11 jours, en novembre 2020, 29 jours, et aujourd'hui. La période actuelle de pression intense sur les unités de soins intensifs a commencé début mars et cela fait 29 jours que ces unités fonctionnent à 130% de leur activité. Et ce n'est pas fini, ce stress va se poursuivre encore 2 à 3 semaines selon les prévisions, poursuit le chef de service aide urgente au SPF Santé publique. Du jamais vu. N'oublions pas que les salaires ont été légèrement augmentés pour ces personnes, quand en réalité les salaires devraient être quadruplés, hein, puisque c'est un métier du coup à pénurie. Vous voyez, quand je dis il faut réemprunter pour réinvestir, c'est que ces gens subissent un stress constant, quotidien, pour le moment. Et il serait normal que ces gens soient mieux payés, parce qu'ils sont rares, parce qu'on a besoin d'eux, et qu'on a besoin de beaucoup d'eux, et que donc, je veux dire, comme je le dis toujours, on est dans un système capitaliste, et on l'accepte, c'est pas une insulte, c'est un fait. Et dans un système capitaliste, normalement, quand un métier devient rare, quand un métier demande beaucoup de travail, normalement, on paye mieux. Et même s'ils sont déjà super bien payés, hein, je trouve que ça devrait être... On devrait encore mieux parce que ça pourrait aider aussi à se dire, bon, bah ok, je travaille beaucoup plus, mais non seulement je vole des vies, oh non l'enfer, non seulement je sauve des vies, mais en plus j'ai quand même le salaire qui augmente, donc voilà, quand on soufflera, je pourrais m'offrir une PS5. J'invente, mais un ordi, peut-être qu'ils peuvent déjà le faire, mais vu que ce sont des infirmiers, je suis pas sûr. Vu le nombre de grèves aussi qu'ils ont fait, je ne suis pas sûr. Donc vraiment, ça c'est des trucs qui moi, me frappent, et surtout c'est des trucs que nous, on peut pas voir. Mais pas que nous, que certains médecins ne peuvent pas voir. Les médecins généralistes. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils savent ce qui se passe aux soins intensifs? Ils ont parfois leur propre cabinet, parfois ils sont en hôpital, certes, mais ils ont aussi dans l'hôpital leur propre cabinet, qui doit probablement du coup être assez vide, puisque du coup, en fait, tout est confiné. Donc en fait, c'est pas parce que forcément, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu, il faut imaginer ça un peu, comme dans la réalisation. C'est pas parce que vous êtes ingé son que vous savez le métier que fait le réalisateur et la pression qu'il a, vous voyez. Et c'est pas parce que vous êtes réalisateur que vous avez forcément la pression que subit l'ingé son. L'ingénieur son, pour ceux qui se posent la question. Ou le cadreur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la même chose. Chacun a son taf. Et à part le chef d'orchestre, c'est peut-être pour ça que le réalisateur n'était peut-être pas le meilleur exemple,
mais il n'y a que finalement peut-être les directeurs d'hôpitaux qui sont au courant, il y a peut-être que ceux qui coordonnent le tout qui sont au courant, mais si voilà, l'ingé son ne sait pas si le cadreur est sous pression ou pas, quoi. On va dire ça comme ça. L'Allemagne appelée à l'aide. Marcel van der Oura a complété ce tableau noir en rappelant qu'au début de la pandémie, 800 lits supplémentaires ont été créés pour accueillir les patients Covid-19. Aujourd'hui, vu l'épuisement et à la pénurie des infirmiers affectés à ces unités, il est possible d'ouvrir seulement 260 lits supplémentaires. Il y a aujourd'hui 2000 lits en soins intensifs pour tout le pays, répartis sur 126 établissements hospitaliers. Il reste 82 lits disponibles, ce qui signifie que certains hôpitaux n'ont plus de disponibilité. Désormais, les patients sont souvent transférés dans des hôpitaux en dehors de leur lieu de résidence parce qu'il n'y a plus de place dans l'hôpital le plus proche. Et de citer l'exemple d'une personne qui s'est présentée avec des symptômes Covid à l'hôpital Saint-Jean à Bruxelles et qui s'est retrouvée en soins intensifs à Saint-Jean à Bruges. La Belgique a par ailleurs demandé à l'Allemagne d'accueillir des patients belges. Vous vous rendez compte jusqu'où on en est arrivé? On est complètement saturé. Hein. Et on a la chance d'être un petit pays, là, du coup. Parce que, par exemple, la France, saturée, celui qui vient du nord de la France et qui peut pas aller ni en Belgique ni en Allemagne, par exemple, parce que ce serait blindé, il est obligé de se taper peut-être, j'invente, mais l'Espagne ou l'Italie, enfin... Ce serait des trucs de malade, quoi. Donc, nous, on a la chance d'être un petit pays et d'avoir nos voisins qui peuvent nous accueillir. Mais c'est vrai que c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Certains aussi disent, parce que ça, je l'ai entendu, certains disent, oui, mais ils font des chiffres alarmistes pour nous stresser, pour qu'on soit bien à l'écoute, qu'on soit bien... voilà, qu'on soit des bons petits toutous qui suivons les restrictions à la lettre, etc. Mais, comment dire? Comment répondre à ça? Il y a tellement de manières de, comment dire, rendre les gens dociles. Et ici, comme vous le voyez, personne n'aime le confinement. C'est pas un truc qui est accepté. Parce que quand on veut rendre quelqu'un de docile, moi je suis toujours parti de ce principe-là, c'est qu'on ferait quelque chose plutôt de discret, d'invisible. Quand notamment on a vu Hitler monter au pouvoir, il a tenté de faire des choses relativement discrètes, hein, mais effectivement il essayait de faire croire que toute l'Allemagne était une seule nation, unie, hein, contre des ennemis extérieurs, etc. Ici, on n'a pas parlé de guerre en Belgique, en France on l'a fait, mais en Belgique on n'a pas parlé de guerre. On n'a pas parlé, quand on parle des mesures, on met des restrictions, on demande aux gens de les suivre, on met la police sur le... enfin, voilà, la police peut verbaliser, mais on sait très bien que ce n'est pas son rôle premier, en fait. Donc on compte sur le bon vouloir de la population. Est-ce que vous croyez que quand on essaie de soumettre une population, on lui demande « Bon, écoute, est-ce que tu veux bien te soumettre, hein? Allez, mais c'est seulement si tu veux, d'accord ? Et après, je fais une dictature. » Mais non, ça marche pas comme ça. Donc j'avoue que je suis vraiment, vraiment assez réservé par rapport à cette hypothèse. Et si un accident se produit, et la crainte des autorités publiques est d'être confrontées à une situation exceptionnelle comme un accident, un incendie, voire une autre situation nécessitant l'hospitalisation en soins intensifs de plusieurs personnes et de ne pouvoir y faire face faute de place. Le chef de service aide urgente au SPF Santé publique, Marcel van der Oura, a fait remarquer que les transferts de patients entre hôpitaux étaient d'ailleurs déjà organisés quand une unité de soins intensifs était saturée. Il nous est impossible d'oublier les images terribles des hôpitaux italiens. Depuis plus d'1 an, nous faisons tout notre possible pour éviter cela en Belgique. Or, nous ne sommes pas si loin de ce type de scénario dans nos hôpitaux. Marcel van der Oura a ensuite appelé à l'aide la population pour désengorger les soins intensifs et venir soulager le personnel hospitalier à bout en faisant un plaidoyer pour la vaccination et pour le respect des mesures en Belgique. Allez vous faire vacciner, hein, d'ailleurs. Allez vous faire... Vous voulez sortir de cette crise? Allez vous faire vacciner, quoi. Genre vraiment, quoi. C'est vraiment hyper important. Et si vous êtes inquiet, je le répète, parce que je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais si vous êtes inquiet des effets secondaires, vous pouvez toujours contacter votre médecin généraliste ou des personnels, il me semble, hein, à mon avis, si vous appelez les numéros Covid, spéciaux Covid, vous aurez la réponse à vos questions concernant les vaccins et leurs effets secondaires. Ok, la vaccination. La campagne de vaccination se poursuit. 2 469 557 personnes, et pas une de plus, ça me fait toujours rire ces chiffres très 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 précis, ont reçu une première dose de vaccin jusqu'à présent, 26,9% de la population adulte.
727 972 personnes ont reçu les 2 doses, 7,9% de la population adulte. Moi, j'ai notamment un pote qui s'est fait vacciner en allant faire vacciner sa grand-mère, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui est assez cool, hein. Ce qui est assez cool. Et personnellement, moi, dès que ça s'ouvre, j'essaierai d'aller me faire vacciner parce que ça pourrait être sympa. Bref, la semaine a également été marquée par l'identification sur le territoire belge du variant indien B.1.617. Dans son rapport daté du 21 avril, la plateforme de surveillance génomique du SARS... Je croyais que ça se disait SRAS. Je sais pas lire, désolé. SARS-CoV-2 a identifié 4 cas localisés à Schoten, Deurne et Saint-Jost-Nord. 20 étudiants indiens appartenant à un groupe de 43 étudiants depuis peu en Belgique pour suivre une formation en soins infirmiers à Alost ont également contracté le coronavirus. Ils ont été testés et placés en quarantaine stricte dès leur arrivée. Et ça, c'est un bon point. Bon, voilà, alors que dire de tous ces chiffres, etc. Voilà, parce que je vous ai dit que le but n'était pas de paniquer, mais bien de voir la réalité. Voilà, ce n'est pas la fin du monde, on n'est pas encore saturé, mine de rien. Voilà, ça c'est la réponse à la question. Mais si on ne veut pas être saturé, il faut continuer à faire attention. Il faut continuer à faire attention, il faut, comme je le dis, hein, les scientifiques, tout ce qu'ils veulent, c'est que ça se passe bien. Tout ce qu'ils font, ce sont des indications. Les obligations que l'État met, c'est pour faire prendre conscience aux gens de la gravité de la situation. Certains disaient, oui mais une bulle de 1, c'est absurde parce que si j'invite un couple, alors du coup, à manger, bah du coup, je sors de ma bulle de 1. Bah oui, parce qu'en fait, la bulle de 1, c'est pour faire prendre conscience que cette fameuse bulle de 1, c'est pour faire prendre conscience de l'importance en fait. Donc, si on dit bulle de 1, par exemple, voilà, inviter un couple, pas trop grave, ok? Parce que vous aurez fait au mieux, et un couple, vous dépassez la bulle de 1, mais c'est pas ce que les scientifiques, ce sont pas juste des gens qui s'amusent à mettre des règles pour mettre des règles. Ils mettent ça pour que, justement, vous invitiez un couple, et pas 2 couples, en vous disant, bulle de 2, bah 2 couples différents, voilà. Ça, voilà, c'est vraiment l'idée, quoi. L'idée des règles strictes, c'est que les gens aient conscience vraiment de l'importance de ces règles. Donc s'il vous plaît, prenez soin tous de vous. Bon, vous avez vu, j'ai quand même un peu ri en lisant les articles, donc prenez du recul aussi évidemment sur toutes ces nouvelles, etc. Ça sert à rien de s'angoisser, ça sert à rien de se stresser, hein. Plutôt, essayons de prendre ça positivement. On arrive au bout du tunnel, quand même. J'ai vu des scientifiques, et je sais pas si vous vous souvenez, mais l'été passé, les scientifiques étaient très pessimistes. Mais là, maintenant, les scientifiques, je trouve, sont beaucoup plus optimistes. Ils parlent quand même du bout du tunnel, ce qu'ils n'osaient pas faire en juin passé. Donc, soyons aussi optimistes qu'eux. Disons-nous que quand même, il y a de grandes chances qu'on sorte de cette crise d'ici l'été. Et en attendant, gardons le cap, faisons gaffe. Et plutôt que d'ouvrir comme ça clandestinement ou quoi que ce soit, moi je trouve hein, que... Voilà, mais ça c'est mon opinion personnelle, je vous invite à mettre la vôtre évidemment en commentaire. Hein. Quelle est pour vous la solution à la crise du coronavirus pour les secteurs culturels, pour les autres secteurs économiques, etc. Mais que ce soit l'ORECA, donc hôtel, restaurant, café... mais effectivement, pour moi, c'est vraiment l'État qui doit continuer pour le moment à emprunter et à injecter de l'argent dans les sociétés qui allaient bien avant la crise et dans la culture. Et puis après la crise, on fera le bilan, tant pis. Après la crise, on verra bien, parce que je crois que le monde va changer. D'une manière ou d'une autre, le monde va changer. Alors peut-être pas du tout au tout, hein. Ça va peut-être être juste sur des détails, mais ce seront des détails qui auront quand même leur importance. Et bon, ben... on doit aviser, là on est dans l'urgence et il faut agir dans l'urgence. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager autour de vous, n'hésitez pas à mettre votre opinion en commentaire, ça m'intéresse énormément, hein, comme d'habitude. Et puis, sinon, d'ici là, on se dit à bientôt hein, pour de nouvelles actualités sur la chaîne. Voilà, merci à vous et la bise.